On aborde aujourd'hui un sujet grave, difficile, mais absolument essentiel pour tout professionnel de santé. Le protocole à suivre quand on suspecte une maltraitance sur un enfant. C'est une situation qui demande de la clarté, de la méthode et, il faut le dire, beaucoup de courage. Face à un tel tableau, l'hésitation n'a pas sa place. Chaque minute peut compter. Une action bien structurée est donc indispensable pour protéger cet enfant. Alors, voyons ensemble, pas à pas, quelle est la démarche à suivre. Tout commence par la reconnaissance. Il s'agit de transformer ce qu'on pourrait appeler une intuition, un mauvais pressentiment, en une suspicion qui soit réellement étayée par des faits, des éléments concrets, objectifs. Le concept clé, vraiment la pierre angulaire de tout le diagnostic, c'est celui-ci, la discordance. C'est quand le récit des parents ou des proches ne correspond tout simplement pas à la nature, à l'âge ou à l'endroit des blessures de l'enfant. Ce décalage, c'est le signal d'alarme le plus puissant. C'est lui qui doit tout déclencher. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on cherche? Il faut bien comprendre que la suspicion repose rarement sur un seul bleu. C'est plutôt un faisceau d'indices. On va chercher des lésions multiples et surtout d'âges différents. Ça indique des événements répétés dans le temps. La localisation aussi est très évocatrice. La tête, les fesses, ce ne sont pas des zones où un enfant se blesse normalement. En parallèle, il y a des signaux plus généraux, plus insidieux, un retard de croissance, un enfant qui est soudainement craintif, ou des signes clairs de négligence, comme des vaccins qui ne sont pas à jour ou des carences. Une fois que la suspicion est bien établie, on doit passer à la phase de confirmation. L'objectif n'est plus de douter, mais de prouver. Et pour y arriver, il faut une approche qui soit rigoureuse et systématique. Cette approche repose sur 3 piliers, qui sont indissociables. On parle de triptyque diagnostique. Il y a d'abord l'examen clinique méticuleux, ensuite le bilan biologique pour écarter d'autres causes, et enfin une imagerie complète pour voir les lésions qui seraient invisibles à l'œil nu. Le premier pilier, donc, l'examen clinique. Il se doit d'être irréprochable. On examine l'enfant entièrement dévêtu et toujours en présence d'un autre soignant, comme une infirmière. C'est pour garantir l'objectivité. Chaque lésion, chaque hématome est décrit, mesuré, daté dans un certificat et photographié. Ces photos sont des pièces essentielles. Rien ne doit être laissé au hasard, y compris l'examen des zones génitales, anales et buccales. Deuxième pilier, le bilan biologique. Il a un double objectif. D'abord, il faut éliminer ce qu'on appelle un diagnostic différentiel. Par exemple, est-ce que les bleus ne seraient pas dus à un trouble de la coagulation? On doit vérifier. Ensuite, ce bilan permet d'objectiver des carences, notamment en vitamine D et en calcium, qui sont des marqueurs directs de négligence et qui peuvent avoir des conséquences graves. Troisième et dernier pilier, l'imagerie. C'est fondamental, parce que ça révèle ce qui est caché. Le bilan radiologique du squelette entier est systématique pour rechercher des fractures, même anciennes. Et s'il y a la moindre suspicion de traumatisme crânien, surtout chez un nourrisson, alors le scanner cérébral et le fond d'œil sont obligatoires. C'est à l'imagerie qu'on recherche un signe bien particulier, quasi pathognomonique, le syndrome de Silverman. Attention, ce n'est pas une seule fracture, c'est une constellation de lésions osseuses à différents stades de consolidation. Les arrachements des métaphyses ou les appositions périostées sont très spécifiques des mécanismes de torsion ou de secouement, par exemple. Un mot rapide sur une forme particulièrement grave, le syndrome du bébé secoué. Le grand piège, c'est qu'il n'y a souvent aucun signe extérieur de traumatisme. L'enfant arrive juste dans un état de détresse neurologique aiguë. Il faut alors immédiatement penser à l'hypertension intracrânienne et, surtout, chercher un hématome sous-dural à l'imagerie. Parfois, la situation est tellement grave qu'elle constitue une urgence vitale immédiate. Avant même de finaliser le diagnostic, il faut agir pour stabiliser l'enfant. La priorité absolue, c'est sa vie. Face à un hématome sous-dural qui comprime le cerveau, avec des signes d'engagement, il n'y a pas une minute à perdre. Le geste qui peut sauver la vie, c'est une ponction sous-durale en extrême urgence, évidemment en attendant une intervention neurochirurgicale. De la même manière, une hypocalcémie sévère due à une carence majeure peut provoquer des convulsions ou des troubles du rythme cardiaque. La prise en charge, c'est une recharge en calcium par voie intraveineuse, sous monitoring cardiaque strict, associée à une dose curative de vitamine D. Bien, l'enfant est stabilisé et le diagnostic posé. Une autre responsabilité entre alors en jeu, la responsabilité légale. Et il faut être clair, c'est un devoir absolu. Voyons comment ça s'articule. Il existe 2 voies de signalement. Le signalement administratif, via la CRIP, c'est la norme dans tous les cas de suspicion pour évaluer la situation. Mais s'il y a un danger immédiat ou si les parents s'opposent aux soins, on passe au signalement judiciaire directement au procureur de la République. Lui seul peut ordonner une mesure de protection d'urgence.
C'est un point absolument fondamental. La loi protège le professionnel de santé. Une dérogation au secret médical est prévue et encadrée. Il ne s'agit pas d'interpréter ou de juger, mais simplement de rapporter des faits cliniques objectifs. Le signalement, c'est une protection pour l'enfant, mais aussi pour le soignant qui fait son devoir. L'action ne s'arrête pas à la porte de l'hôpital. La protection de l'enfant est un processus continu et c'est là que la PMI, la protection maternelle et infantile, va jouer un rôle pivot. La PMI prend donc le relais pour assurer un suivi sur le long terme. Ses missions sont multiples, organiser des soins, apporter un soutien éducatif à la famille et travailler main dans la main avec l'aide sociale à l'enfance. Et un point crucial, son action s'étend systématiquement à la fratrie. Car là où un enfant est en danger, les autres le sont potentiellement aussi. En conclusion, face à une suspicion de maltraitance, la chaîne de protection commence par un regard, une écoute, une observation clinique rigoureuse. C'est une immense responsabilité, c'est vrai, mais c'est aussi le fondement de notre mission de soi. La vigilance de chacun est la seule protection de ses enfants.